Je tournais toujours autour du laboratoire de Mme Descaries. J'avais un attachement profond pour elle. C'est une femme dynamique, stimulante et qui aimait, je crois, qui m'a aussi enseigné d'avoir du plaisir en faisant de la recherche. C'est une personne qui aime la vie et qui avait cette espèce de dynamisme et d'excitation à propos de toutes les idées de recherche et qui avait du plaisir à ce qu'elle faisait, à faire ce qu'elle faisait. Alors ça m'est resté. J'essaie de l'inculquer à mes propres étudiants. Je leur dis, il faut qu'on ait du plaisir. Si on n'a plus de plaisir, là, il faut faire autre chose. Hein? Alors, c'est un peu un legs qu'elle nous a laissé à tous. Je suis Mireille Mathieu, je suis professeure émérite de psychologie de l'Université de Montréal. J'ai fait toutes mes études menant au doctorat au département de psychologie de l'Université de Montréal pour ensuite faire des études postdoctorales à l'Université de Lille, en France. Et quand je suis revenue en 1970, je suis devenue professeure et chercheur au département jusqu'à ma prise de retraite en 2010. Thérèse Gouin est née en 1923. Et elle venait d'une famille d'avocats. Son grand-père et son arrière-grand-père ont été premiers ministres du Québec. Honoré Mercier, Laumergouin, et son père était sénateur. Et elle, on peut dire, c'était une jeune fille de la grande bourgeoisie de Montréal qui a fait des études chez les Dames du Sacré-Cœur, ce qui était le plus huppé à l'époque, plus que les Dames de la Congrégation, où moi-même j'ai fait mes études. Et finalement, son père lui a offert d'aller en droit, d'être dans son cabinet à lui, de travailler, ce qui était quand même pour l'époque assez avancé, parce que beaucoup considéraient que leur fille devait étudier pour ensuite faire un beau mariage et élever des enfants. Et Thérèse a plutôt voulu faire des études pour pouvoir aider les gens. Et c'est ça qui l'a amenée à entrer au tout nouveau département de psychologie de l'Université de Montréal. Elle y est entrée, si ma mémoire est bonne, en 1943 et le département a été fondé en 1942. Donc, c'est une des premières diplômées de psychologie et elle le faisait pour pouvoir aller dans une discipline qui allait lui permettre d'aider les gens, de changer le monde. Je suis Diane Poulet-Dubois, je suis professeure titulaire au département de psychologie de l'Université Concordia et membre du Centre de recherche en développement humain. Madame Descaries est une pionnière au Québec dans la recherche sur le développement de l'enfant. Et elle a été une pionnière dans le sens qu'elle a adopté une approche expérimentale pour l'étude du développement cognitif du nourrisson. Alors, sa contribution, c'est d'avoir démontré comment le nourrisson appréhende le monde social et le monde physique et comment ces deux mondes se rejoignent et comment l'enfant navigue et construit le développement. Elle est une pionnière parce qu'à l'époque, quand elle a publié sa thèse de doctorat, qui est ce fameux livre « L'intelligence et affectivité chez le jeune enfant », c'est ma copie à moi, là, avec une petite note de Mme Descaries qui date de 1978. Dans ce livre, elle a eu l'idée géniale de relier les idées de Freud et celles de Piaget. Jean Piaget étant un grand psychologue suisse, un pionnier du développement cognitif de l'enfant, qui avait publié dans les années 30-40 en français, en Suisse, des travaux sur le développement du jeune bébé en observant ses propres enfants. Il avait 3 enfants, alors il les observait, il avait une grande habileté intellectuelle et un grand sens de l'observation. Il a écrit plusieurs volumes en français et sur le développement de l'intelligence. Et Mme Descaries a pris connaissance de ces travaux-là, qui n'étaient pas encore, évidemment, diffusés mondialement, certainement pas aux États-Unis, où ces travaux n'ont été connus qu'au dans les années 60. Alors, elle a lu ces travaux-là et, avec sa formation en psychanalyse et en psychologie clinique a décidé de comparer sur un groupe d'enfants, 90 enfants, c'est un échantillon énorme, d'étudier ces enfants-là entre l'âge de 3 mois et 20 mois et de voir comment le développement de la relation objectale, donc la relation affective de l'enfant avec le monde social, et le développement des objets physiques, sa connaissance des objets physiques se recoupe ou ne se recoupe pas.
Donc, en voyant comment les enfants se développent dans chaque niveau, elle a pu rejoindre les deux théories, si vous voulez. C'était très audacieux et ça a fait sa marque dans la littérature, de toute évidence. Je m'appelle Lena Ghanem. Je suis éducatrice à la petite enfance. J'ai déjà étudié l'éducation à la petite enfance à l'Université de Montréal. Et ensuite, j'ai fait un deuxième certificat en soutien pédagogique. Et ça fait presque 10 ans que je travaille dans des garderies privées. Monsieur Piaget, il a parlé du développement de l'intelligence chez l'enfant et il a divisé ce développement en stades. Le premier stade, c'est le sensorimoteur, de 0 à 2 ans. C'est là où l'enfant découvre le monde. Grâce à des jeux d'exercice, des jeux moteurs, il apprend à... Il essaie de toucher, de sentir, de goûter. Et ensuite, de 2 ans jusqu'à 4 ans, c'est la période préopératoire. À cette période-là, c'est plus le côté symbolique. Madame Gwen Descaries, elle a fait le lien entre le développement de l'intelligence chez l'enfant et le développement de l'affectivité. Et on peut bien voir ça en appliquant le programme éducatif des services de garde. C'est un processus global et intégré, alors que l'enfant, il se développe sur plusieurs dimensions en même temps. Afin d'aider l'enfant à se développer, on a besoin de faire des activités variées pendant la journée. Je pense que l'objectif de Thérèse n'était pas de créer des modes de psychothérapie ou des modes d'intervention ou des modes de prévention. C'était de mieux comprendre le développement de l'enfant, l'affectivité également. Et elle a certainement eu un grand impact sur la façon dont on a conçu l'éducation des enfants de plus en plus, particulièrement au Québec. Pas juste par son livre, mais parce qu'elle a fait aussi beaucoup de chroniques à la radio. La télévision, à cette époque-là, n'était pas très développée, mais à une époque où les professeurs d'université pouvaient se permettre plus facilement d'avoir des activités de toutes sortes de communication. Elle a vraiment joué ce rôle-là de façon remarquable. Et comme elle avait les bases de recherche et qu'elle avait de grandes qualités de vulgarisatrice, elle a permis de rendre ces concepts-là plus clairs et d'influencer d'une certaine façon les modalités, les modes d'éducation. Le matin, pendant la causerie, grâce aux chansons qu'on lui enseigne, grâce aux histoires qu'on lise à la garderie, on peut aider l'enfant à développer sa dimension langagière. Et ensuite, pour les activités extérieures, ça aide l'enfant aussi à développer sa dimension motrice et en même temps, ça aide l'enfant, côté affectif, ça aide l'enfant à faire des amis et ça aide l'enfant aussi à partager avec les autres amis. Ça crée aussi une ambiance de groupe et une ambiance d'empathie aussi. Ensuite, après les jeux extérieurs, on rentre pour faire une activité dirigée. Ça veut dire un bricolage, un coloriage. Durant l'activité dirigée, les enfants apprennent à partager, apprennent à attendre leur tour. Et ça, c'est du côté affectif. Mais du côté intelligence, les enfants apprennent aussi à développer leur motricité fine et ils apprennent à suivre des règles.
Thérèse Gouin-Descaries, au moment où moi j'ai commencé mes études de baccalauréat en psychologie en 1964, était l'une des rares femmes professeurs. Elle était une des très, très rares à avoir l'âge qu'elle avait, c'est-à-dire au début de la quarantaine, à avoir des enfants. Donc, elle était une professeure qui nous séduisait beaucoup par ses enseignements et aussi parce qu'elle était capable. Elle n'a jamais décrit ses enfants dans ses livres, mais dans ses cours, elle utilisait des exemples du développement de ses... Elle avait 4 enfants, de ses enfants, qui nous rendaient la théorie de Piaget, qui ne faut quand même pas se raconter d'histoire, qui est quand même assez aride. Donc, nous rendait la théorie de Piaget beaucoup plus concrète, plus facile à comprendre. Comme elle l'avait déjà fait dans son livre « Intelligence et affectivité chez le jeune enfant », qui était sa thèse de doctorat, en fait. Et c'est un des premiers livres qu'on achetait quand on devenait étudiant en psychologie, à part les handbooks américains. C'était un des livres importants avec les livres de Piaget, parce que, je dis parce que, un des éléments qui nous rendait ça intéressant, c'est qu'elle avait réussi elle avait tenté, en tout cas, et je pense qu'elle avait réussi de faire un lien entre l'intelligence, le développement de l'intelligence et le développement de l'affectivité. Et c'est une des grandes qualités de Thérèse, je dirais, c'est d'avoir été capable, tout au long de sa carrière, et pas seulement dans cet ouvrage-là, essayer de faire des liens entre les différentes théories. Et c'est une forme de créativité qui est relativement rare et extrêmement importante en sciences. Le développement cognitif, c'est comment on construit une représentation du monde. Donc, si on n'avait pas des fonctions cognitives, quand on dit le cognitif, la cognition en général, ça inclut beaucoup de choses. La mémoire, la perception, le langage, voilà des fonctions cognitives. La capacité de régler des problèmes. Quand on fait un test de QI, on utilise nos fonctions cognitives. Notre habileté de traiter l'information, de la stocker en mémoire et de l'utiliser quand on en a besoin. Alors voilà les fonctions cognitives. Évidemment, quand on étudie le développement des fonctions cognitives, la grande question, c'est à quel point le bébé naît avec des habiletés déjà préprogrammées, si vous voulez. Évidemment, notre cerveau a évolué au cours des millions d'années. Nous avons des habiletés cognitives que d'autres primates n'ont pas. Le primate humain a certaines fonctions cognitives qui sont les mêmes que les primates non humains et d'autres qui sont différentes, plus évoluées, plus sophistiquées. Alors, toute la question, quand on étudie l'émergence, les premières années de la vie, qu'est-ce qui est inné? Et Piaget avait déjà, dans sa théorie, proposé qu'il y a un certain nombre d'habiletés innées, mais elles sont, les réflexes, par exemple, ils sont là, mais ils permettent à l'enfant de se lancer, d'être projeté et de développer, de construire ses propres fonctions cognitives, ses propres habiletés cognitives, en interagissant avec le monde physique, en manipulant des objets. Quand on lance un objet par terre, le bébé aime ça, à un moment donné, lancer des objets en bas de sa chaise haute. Il voit l'effet sur le sol, il fait des expérimentations. Piaget pensait que le bébé, c'est comme un petit scientifique, d'accord? Et je me rappelle, Einstein a dit, bien, pour être un scientifique, il faut être comme un bébé. Il faut jouer, il faut expérimenter. Alors, c'est la grande contribution de Piaget de dire, le bébé est comme un scientifique, il fait des expérimentations. En interagissant avec le monde physique, à l'époque, quand il a commencé, il mettait l'enfant sur le monde physique, les objets autour, mais il intégrait aussi, il comprenait aussi qu'il y avait un effet d'interaction avec le monde social. Et après le dodo, quand il se réveille pour la collation, ça aide l'enfant aussi à vivre plus en groupe, discuter avec les autres autour de la table. Ça développe chez lui ce côté affectif et en même temps, ça développe la dimension langagière. Et ensuite, pour les ateliers libres, aussi chaque enfant choisit le coin où il veut y aller. Et bien sûr, pour les ateliers libres, ça peut être de la peinture, ça peut être des jeux d'encastrement. Ça travaille la motricité fine, ça travaille la créativité, l'imagination chez l'enfant. Et en même temps, côté affectif, ça travaille aussi le partage avec les autres, le respect des autres et l'estime de soi.
Et encore là, pour revenir à Mme Descaries, elle a bien fait, elle a bien montré qu'il y a une interface. L'affectivité est comme le moteur. Hein? S'il y a un problème affectif, s'il y a un blocage, il en apprend moins bien. C'est une règle générale. Alors, le monde de l'enfant, c'est un monde social et un monde physique. Et il y a une maturation du cerveau, mais il y a aussi un apprentissage. Donc, c'est les deux. C'est l'inné et l'acquis qui interagissent. On oppose les deux parfois, mais les deux sont totalement interreliés. Alors, le développement cognitif, c'est comment graduellement, on développe une meilleure mémoire avec l'enfant. L'enfant commence avec une mémoire très limitée, quoique maintenant, on sait qu'il a une mémoire et des fonctions cognitives beaucoup plus sophistiquées que ce que Piaget avait pensé, parce qu'il n'avait pas les méthodes expérimentales qu'on a. Par exemple, moi, dans mon laboratoire, j'utilise un oculomètre. Je mesure exactement où le bébé regarde sur un écran. Je sais ce qui l'intéresse et ce qu'il a compris d'une étape à l'autre dans mon expérimentation. Piaget n'avait pas un oculomètre, il avait simplement sa montre. C'est un Suisse, hein? Il avait une montre de poche, le biberon, maman qui allaitait. Alors, il faisait des petites expérimentations comme ça, mais il y avait une telle richesse et une telle puissance intellectuelle qu'il déduisait, qu'il construisait des théories qui ont tenu le coup, parce que Mme Descaries, entre autres, dans son ouvrage, a montré que les 90 enfants suivaient les mêmes étapes que Piaget avait observées chez ses 3 enfants. Alors, c'est pour ça qu'il était enchanté de voir ce travail, parce que en fait, à Montréal, on a fait beaucoup ça au début, dans les années 60. Les professeurs Laurando, Ben-David et Pinard à l'Université de Montréal, les collègues de Mme Descaries, ont aussi montré que les étapes que Piaget avait décrites dans ses ouvrages étaient reproduites avec de larges échantillons. Donc, on confirmait sa théorie de façon rigoureuse, expérimentale. Alors, c'est le fondement de ce qu'on fait maintenant aujourd'hui dans tous les laboratoires du monde. À l'époque, je parlais tantôt de Piaget qui a étudié ses 3 enfants puis qui en a sorti une théorie. Et les Américains qui ne pensaient que statistiques, ce que Thérèse a fait, c'est qu'elle a pris les stades de développement de Piaget, elle a construit des épreuves pour les administrer de façon standardisée à des enfants et pouvoir ensuite vraiment établir comment ça se développe et pas seulement par des observations qui étaient fort intéressantes, mais qui auraient pu, à la limite, être des anecdotes s'il n'y avait pas eu cette façon qu'elle a eue de valider, à tout le moins, le développement de l'intelligence sensorimotrice chez Piaget. Et le fait que son livre a été traduit en anglais, assez rapidement d'ailleurs, ça a amené ce courant-là aux États-Unis, mais via une approche qui était beaucoup plus accessible ou qui risquait d'être mieux accueilli par des Américains qu'un livre où on suit le développement de ses propres enfants. Donc, c'est une espèce de lien ou de jonction entre la psychologie européenne et la psychologie américaine. Et ça a eu beaucoup d'influence par la suite. Bien, écoutez, le domaine de recherche sur le développement du nourrisson a littéralement explosé dans les années 60 et les choses, évidemment, ont évolué. Il y a une espèce de mouvement de pendule. À une époque, il y avait une perspective théorique très innéiste, nativiste. Donc, le bébé est né avec, la plupart des gens vont se rappeler d'avoir vu sur des couvertures de magazines, le bébé est extrêmement génial, le bébé humain comprend plein de choses. Alors, il y a un pendule de l'inné, l'acquis, mais là, on travaille sur beaucoup de choses qui sont encore des domaines de recherche que Mme Descaries avait déjà initiés. Moi, je travaille sur des populations d'enfants typiques, donc entre 0 et 2, surtout entre 8 et 24 mois. C'est la période que j'étudie parce qu'il se passe plein de choses à cette époque-là. Le cerveau est en plein développement. C'est la période où le développement du cerveau est la plus accélérée. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la théorie de l'esprit. Pour résumer, on appelle ça aussi parfois la théorie des états mentaux. Est-ce que le bébé comprend déjà que les êtres humains ont un esprit, ont des états mentaux? Par exemple, je sais que vous avez des intentions, des désirs, des émotions. On sait que les individus autour de nous ont des états mentaux qui guident leur comportement. On explique beaucoup les comportements des gens par dire « je pense qu'elle sait ce que je pense », voyez-vous. Le bébé, est-ce qu'il a cette capacité? Alors, c'est pas simple à démontrer, mais nos études ont démontré que le bébé humain a déjà des habiletés au niveau de la théorie de l'esprit.
il attribue des états mentaux, des fausses croyances, par exemple. Mais il faut faire attention, ça se développe graduellement. Ça commence avec des choses très simples. Le bébé comprend que si ma main s'oriente vers un objet, j'ai l'intention de le toucher, de le prendre. Arriver dans un nouveau groupe, c'est tout le temps, c'est comme un défi. Il faut vraiment savoir faire les bonnes interventions, savoir comment s'introduire devant les enfants et vraiment être tout le temps à la hauteur de l'enfant. À chaque fois qu'on s'adresse à l'enfant, il faut se mettre à sa hauteur, se mettre à genoux, lui parler face à face dans les yeux. Ça va créer un lien sécuritaire. Ça va encourager l'enfant à aller plus vers l'éducatrice et à lui exprimer ses émotions, à jouer avec ses amis, à se sentir vraiment dans un endroit sécuritaire, dans un endroit amusant. Le matin, ça va faciliter son détachement avec ses parents. L'intelligence sensorimotrice, c'est la première forme d'intelligence telle que décrite dans la théorie de Piaget. L'intelligence sensorimotrice, après ça, il y a préopératoire, opératoire concret, opératoire formel. Donc, sensorimoteur, c'est 0 à environ 18 mois, 2 ans. Et à l'intérieur de cette phase de développement de l'intelligence, il y a 6 stades. Et ce sont les stades où l'enfant part du début de sa vie, où il ne fait pas la différence entre le monde qui l'entoure et lui-même, et le 6e stade, où il est capable de comprendre qu'il y a des causes, il y a des effets, que c'est pas lui qui est la cause de tout, que si un objet disparaît, il existe encore. Si maman disparaît de son champ de vision, elle existe encore, alors qu'un bébé beaucoup plus jeune, si sa mère disparaît ou un objet disparaît, il n'existe plus. Les enfants, ils apprennent par imitation, ils apprennent grâce à leur père. Si un autre ami il a plus de capacité côté motrice, côté moteur, fait que son ami, il va apprendre de lui. Les gens ne se rattachent pas en disant « Ah, c'est Thérèse Drouin-Descaries qui m'a amené à faire ça ». C'est devenu... Bon, Piaget, on connaît, mais je pense que les jeunes générations le connaissent moins, d'ailleurs, que nous qui baignons dans le Piaget et que Piaget venait à Montréal 2 fois par année, bon, etc. Mais maintenant, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que c'est des notions, ce sont des connaissances qui ont été intégrées, qui ont été mises dans les enseignements, dans les différentes recherches, les recherches qu'elle a faites sur la réaction à la personne étrangère. Ça a beaucoup joué, ça aussi, pour comprendre comment on doit agir avec l'enfant à tel âge, à tel âge. Est-ce qu'on peut le faire garder? Est-ce qu'on ne doit pas le faire garder? Est-ce que c'est plus difficile de comprendre comment un enfant, pourquoi il pleure, pourquoi il fait une colère quand maman revient, par exemple? Bien, avant, on ne savait pas pourquoi, puis on pensait que l'enfant était peut-être un peu déviant. Et pour la petite histoire, Mme Descaries a rencontré le professeur Piaget au Congrès mondial de psychologie à Montréal en 1954. Elle l'a approché et lui dit « Je m'intéresse à ceci, voilà mon projet de thèse ». Et je crois qu'il lui a répondu « Ah, mais c'est bien, vous m'envoyez une copie quand ça sera prêt, ça m'intéresse ». Alors, 7 ans plus tard, elle a eu 4 enfants entre-temps et elle a fait sa thèse de doctorat et en 61, elle lui envoie le manuscrit et le professeur Piaget, en étant enchanté, il écrit la préface du livre et il lui offre de publier le livre dans la revue, chez l'éditeur qui avait publié ses propres livres. Thérèse le dit elle-même, ce qui a fait qu'elle a été si reconnue rapidement, c'est que son livre a été préfacé par Jean Piaget. Jean Piaget était très connu en Europe, il ne l'était pas en Amérique. Mais là-bas, ça lui a donné à elle, ça lui a permis d'ouvrir beaucoup de portes et je pense qu'elle a aussi aidé au développement de la théorie de Piaget via ses propres écrits à elle.
Alors voilà, Madame Descaries a été une pionnière. Elle a été citée, comme je dis, abondamment et son travail a été publié en anglais, en espagnol, en italien. Et il a fait marque. On l'a reconnu avec de multiples prix. Et vous savez, à l'époque, dans les années 60, quand elle a publié en 1962 cet ouvrage, l'étude du développement du nourrisson, là, on parle des 2 premières années de la vie, n'était pas encore étudiée. Cette approche-là était du côté de la psychanalyse, on faisait des observations, mais il n'y avait pas une approche expérimentale, contrôlée, avec des méthodes rigoureuses. Et elle a contribué à cette révolution. Alors, depuis le début des années 60, il y a un domaine de recherche qui est l'étude du nourrisson et le développement cognitif en particulier et affectif. Et elle a contribué à cette révolution-là cognitive. Piaget avait été le chef de file, mais elle a fait partie de ce mouvement où on a approché... Maintenant, on a approché l'étude du nourrisson de façon très, très rigoureuse. Et on a maintenant des associations dédiées au développement du nourrisson. Il y a un congrès tous les 2 ans où on a honoré Mme Descaries à Montréal en 90 en passant. Elle a reçu le prix de cette association-là qui étudie le jeune bébé. Et on a des revues scientifiques uniquement sur le développement du nourrisson cognitif, affectif et social. Tous les aspects sont maintenant étudiés. Donc, comme vous voyez, elle était à l'avant-garde et au Québec, elle a permis de connaître Piaget bien avant que les chercheurs nord-américains en général le connaissent.